Il faut que je vous raconte une soirée que j'ai vécue il y a environ 10 ans. À cette époque, je sortais avec une fille très sympa, mais qui avait la manie d'être toujours en retard. Un jour, après les cours, je venais la voir comme d'habitude, sans savoir ce que je m'apprêtais à subir. Salut, si jamais je rentrerai plus tard que prévu, désolé, mes parents sont pas là. Mais mon frère devrait arriver en même temps que toi, donc tu pourras rentrer. Bon, hésite pas à faire un truc avec lui en attendant, il est très sympa. À tout à l'heure, bisous. Hey, salut. Sophia est pas encore là. Pas de problème, je repasse plus tard. Non, mais pas de soucis, rentre seulement. C'était la première fois que je me retrouvais seul avec lui. J'avais toujours l'impression qu'il m'aimait pas trop et je savais pas du tout comment. Alors, j'ai du cidre et des machins salés, si tu veux. Ah ouais, volontiers. Alors, voilà. Du coup, si tu veux, on peut jouer à Mario Kart. J'ai plusieurs versions, mais en soi, je préférais un peu le double dash. On jouait beaucoup. J'en revenais pas. Non seulement il avait pas l'air de me détester, mais en plus il était plutôt cool. J'étais alors persuadé que ça allait bien se passer. Ah mais chier, ma sœur elle a cassé une manette en fait, donc du coup on en a plus qu'une. Ok, c'est pas grave, on peut regarder un film à la place, j'ai pris la cabane dans les bois et... Ok, ouais, cool, moi je connais pas, volontiers. À cet instant, je pensais que c'était gagné. Un film d'horreur sympa dont j'avais entendu de bons échos, j'étais sûr qu'il allait apprécier. J'étais loin de me douter du cauchemar que j'allais vivre. Le film s'ouvre sur 2 employés, dont un interprété par Richard Jenkins, un acteur que j'aime beaucoup car il a une tête ultra sympathique, tête qu'il se fait d'ailleurs défoncer par John Malkovich dans Burn After Reading, que je vous recommande. On ne sait pas exactement ce qu'est leur travail, mais en tout cas, on y boit du café, on y conduit des petits véhicules. Transition banlieue américaine où on nous pose directement les enjeux inhérents à cette génération. Oh mon dieu, tes cheveux, t'es blonde! C'est super beau, non? J'arrive pas à le croire. Bon, je vous présente rapidement la bande. Alors en plus de l'héroïne rousse, on a la meilleure amie Potiche avec son petit ami sportif, dont l'acteur est connu pour avoir joué un héros mythologique aux cheveux longs, le roi Arthur. L'intello qui est un tello parce qu'il porte des lunettes, et le camé qu'on a déjà vu pour son rôle de clown dans un film inoubliable. Dans Hit? Hein? Y a pas de clown dans Hit. Si, il y en a un, et puis il tue des enfants. Ah non, mais tu confonds Assaut avec Hit. Ah non, et toi tu confonds Hit avec Hit. Hein? Bref, le clown le camé arrive en aquarium, ce qui provoque une remarque sur le fait que c'est pas fou si les flics le voient conduire ainsi, ce à quoi il répond. Selon les statistiques, la police n'arrête jamais un homme qui a un gros bong dans sa caisse. Et pourquoi? Parce qu'il leur fait peur. Les flics savent que ce mec voit plus loin et qu'il les planterait avec une logique implacable. J'y crois pas une seconde à ces statistiques. Ouais, moi non plus. Déjà, les agents, ils devraient faire un écart de conduite vis-à-vis des lois qu'ils sont censés faire respecter. Et puis, en plus, le gars, tu peux le maintenir à distance. C'est vrai. C'est là que j'aurais dû commencer à sérieusement me méfier. Mais revenons à nos jeunes. Ils quittent tous la maison et on retrouve un agent sur le toit qui les surveillait. Attends, personne l'a vu, mais ils sont tous aveugles. J'avoue que... En plus, mettre la main à l'oreillette comme ça, c'est débile, ça a zéro utilité, je comprends pas pourquoi il fait ça. Bref, on revient à nos employés et on comprend alors qu'ils surveillent le groupe de jeunes à l'aide de satellites, qui permettent notamment... Ça veut rien dire ça, c'est quoi comme programme qu'ils sont censés être en train d'utiliser? Oh non. À partir de là, j'avais non seulement compris que le film s'était foutu, mais qu'en plus, mon beau-frère faisait partie de la pire catégorie des spectateurs, les sceptiques absolus. Ceux qui jamais, à aucun moment, n'acceptent de rentrer dans un film. On a quand même continué le visionnage parce que je ne savais pas trop quoi faire d'autre, mais je vais vous passer sous silence ces commentaires incessants sur la cohérence. Bref, les jeunes arrivent dans une station délabrée et tombent sur le proprio, un type charmant, plein de bons conseils. Cette pompe marche? Si on sait s'en servir. Mais en même temps, quel abruti sait pas se servir de ça? J'avais un pote qui utilisait les stations de lavage pour se laver. Oh. Bref, la chair à canon fait le plein, reprend sa route et arrive enfin dans un petit coin perdu avec une cabane. Et ça me fait sérieusement penser à un autre film, Le Seigneur des Anneaux version soviétique. L'équipe s'installe, l'intello découvre alors qu'un miroir sans teint relie sa chambre à celle de la rousse, donc il la prévient de cela avant qu'elle ne se déshabille, ils échangent leur chambre, puis... Wow. Et ils se déshabillent. Je suis d'accord, c'est complètement con. Mais on se rend compte que le jeu de voyeurisme va plus loin puisque toute la maison est surveillée par les employés de cette étrange organisation. On découvre ainsi que le mec de la station est de mèche et s'inquiète que le plan n'a pas été suivi à la lettre. Les employés réagissent en le mettant sur haut-parleur pour se moquer. Je suis toujours sur haut-parleur, hein. Pendant ce temps, les jeunes font la fête, c'est-à-dire qu'ils dansent, ils fument, ils boivent, ils embrassent des animaux empaillés. Je t'ordonne d'embrasser avec la langue. Faites que ce soit Dana. Ce somptueux élan qui est là. Boum, une trappe s'ouvre, ils descendent dedans et trouvent plein d'objets étranges comme une conque, une boîte à zik, des bobines de film et le traditionnel grimoire dans lequel on retrouve des écrits en latin qui invoquent des zombies.
C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est une langue morte. Non, c'est une langue morte parce qu'elle a évolué. Elle s'est déclinée en plusieurs autres variations qui sont encore utilisées aujourd'hui, mais la forme originelle, elle est juste plus courante. Il n'y a plus d'utilisation actuelle Non, du alors je latin. t'arrête, parce que je fais option latin à l'école, et je peux te garantir que si cette langue s'est éteinte, c'est avant tout parce que les personnes qui la parlaient, une fois sur deux, ils invoquaient un truc qui les bouffait. Je recommande grandement de ne pas insister et surtout de ne pas lire le latin. Oui, il commençait vraiment à m'agacer, et ça me gâchait sérieusement le film, puisqu'à la moindre scène, il ne manquait pas de relever les incohérences. Mais revenons au film. Pendant que le gros de la team trouve qu'il se passe des trucs bizarres, la blonde et le sportif sortent pour poète-poète sous le contrôle des employés. On va envoyer un peu de phéromones. Mais ils sont arrêtés dans leur élan par des zombies en colère. La blonde se fait couper la tête, le sportif parvient à s'échapper, rejoint ses potes dans la cabane, et c'est tellement la panique qu'on ne prend même plus le temps d'aligner correctement sa caméra. Surtout là, j'ai un gros doute sur la forme du sportif après s'être fait enfoncer une lame comme ça dans la nuque. Moi ça m'est déjà arrivé, à un barbecue, la semaine passée. C'était dans le jardin, c'était une brochette de poulet, et le coupable c'était le colonel Moutarde. Bon, là j'étais de mauvaise foi, mais vraiment j'en pouvais plus de ces remarques. Je vous ai pas dit, mais il a aussi relevé le fait que les persos portent des vestes et qu'ils ne rechignent pas à se déshabiller dehors. Ce genre de choses. Pas ça, il ne faisait que de les remarquer, tout le temps. Il le soulignait sans cesse, c'était insupportable. J'aurais aimé qu'il fasse partie de la bande des jaunes, tiens. À propos, il décide de se barricader et le sportif va même à l'encontre de l'ensemble des films d'horreur puisqu'il déclare Pour notre sécurité, peu importe ce qui se passe, il faut qu'on reste toujours ensemble. ce qui n'arrange pas les employés qui vont, au moyen d'un gaz étrange, lui faire changer d'avis. Ça sert à rien, il faut qu'on se sépare. Évidemment, face à ça, j'ai eu droit à des plus gros éclats de scepticisme de mon voisin. Mais bon, ça fonctionne quand même puisque chacun regagne sa chambre pour la barricader et le camé trouve alors une caméra cachée dans la lampe, puis il... Et tourne le dos à la fenêtre alors qu'il y a une menace dehors. Pour mieux faire face à la porte. Mais c'est absolument débile. T'aurais fait quoi, toi? Comme ça. Le camé est suriné, il nous reste plus que le musclé, l'intello et l'héroïne. Ils fuient, éboulement, ils sont coincés, il y a un gouffre, mais le sportif prend sa grosse moto pour le passer, l'héroïne lui fait un bisou, l'intello lui dit À fond les manettes. et il saute beaucoup trop haut, comme me le fait remarquer mon voisin, pour s'écraser finalement contre un mur invisible. Il retourne dans le van, cherche un autre chemin, l'héroïne dit Ça va aller. et l'intello aurait sûrement répondu non s'il n'était pas gêné par cette énorme lame qui lui traversait la gorge. Accident, l'héroïne se retrouve sur un ponton étranglée à mort, et c'est la fin pendant que les employés font la fête. Mais en fait non, la fête s'arrête car un gros téléphone sonne et on apprend que le camé n'est pas mort. Pire, il sauve l'héroïne et explique qu'il a découvert un ascenseur secret depuis lequel les zombies ont été envoyés. Il s'y risque et croise alors d'autres cubes ascenseurs. Qu'on pourrait appeler des ACC cubes. Oh, joli. Il s'y risque et croise d'autres ACC cubes avec des fantômes, un élan, un verre des sables en tutu, bref, une occasion de placer 1000 références à d'autres films, comme au Seigneur des Anneaux comme en témoignent les wargs ici. Le Seigneur des Anneaux, c'est quoi? Donc, Le Seigneur des Anneaux est une trilogie de films réalisés par Peter Jackson et basée sur l'œuvre de Tolkien, un auteur que j'apprécie tout particulièrement puisque... Ah, attends. C'est le film avec des personnages qui ont des traits génétiques, qui ignorent complètement la réalité, des gens qui vieillissent pas, ce genre de débilité. Ok, on va rester plutôt sur la cabane dans les bois. Bon, les employés sont tout paniqués, envoient la sécurité, nos survivants se cachent et appuient sur un gros bouton rouge entouré des mots système et purge. Dès lors, c'est le bordel absolu, la sécurité, les employés, le service de nettoyage, tout le monde meurt. Sauf nos héros cachés sous le tableau de commande. Bref, ils arrivent dans une sorte d'antichambre des enfers dans laquelle ils retrouvent Sigourney Weaver. Et s'ils connaissent Sigourney Weaver, ils savent que c'est pas bon signe. Parce que les films avec Sigourney Weaver, les survivants à la fin c'est souvent seulement Sigourney Weaver. Et un chat. Elle nous apprend que tout ça fait partie d'un rituel où il faut qu'un groupe de jeunes soit sacrifié avant le lever du soleil pour apaiser des dieux anciens et que passer ce délai, c'est la fin du monde. Pour empêcher ça, le camé doit mourir. Sauf que le camé, mourir, c'est pas son projet de vie, donc baston, coup de hache dans Sigourney et peut-être une des répliques les plus ouf que le cinéma permette de produire. Je m'excuse d'avoir laissé le loup-garou te sauter dessus et déclencher la fin du monde. Bref, ça commence à être chaud, le caméraman trempe de peur, tout s'écroule, une grosse patte sort du sol, fin. Voilà, c'était pas si... Il est à chier ce film. Les personnages sont tous stupides, il y a des faux raccords, les lois de la physique sont pas respectées, je parle même pas de l'intrigue, il y a des dieux qui risquent de détruire le monde, et non seulement il y a personne qui est au courant, mais en plus les rares personnes au courant attendent la veille pour organiser un jeu de massacre pour les calmer. C'est complètement débile et irréaliste, c'est le pire film que j'ai jamais vu, avec plein d'autres. Est-ce que tu connais la suspension consentie d'incrédulité ? Non mais l'incrédulité ne peut pas consentir à se suspendre, c'est un état, pas un agent.
Waouh! Je vais sûrement enfoncer une porte ouverte, mais pour rappel, un film n'est pas le reflet direct de la réalité. Il construit un univers propre, avec ses règles et sa logique plus ou moins proche d'une autre. Sauf que plus cette logique s'éloigne de celle qui régit notre monde, plus le risque de perdre l'adhérence du spectateur parce qu'il n'y comprend rien est grande. C'est pour ça qu'il faut parfois un temps plus ou moins long d'exposition de l'univers dans la diégèse pour s'assurer que le spectateur ne soit pas perdu. Si je caricature un peu, ça peut être au moyen d'une intro courte et efficace comme dans Star Wars, à travers des touches régulières d'exposition comme dans Le Seigneur des Anneaux, ou ça peut être aussi le film entier comme Dune. Que des films complètement irréalistes. Le film de genre, lui, construit un univers qui intègre déjà un certain nombre de codes. On compte sur un savoir préétabli de la part du spectateur qui acceptera plus facilement, en voyant un film d'horreur, que des morts peuvent revenir à la vie, que des jeunes citadins aiment la campagne et que le latin est une langue mortelle. Et La cabane dans les bois correspond à ce classique 1000 fois revu. Un groupe de jeunes stéréotypés part dans une cabane abandonnée et se fait zigouiller. Sauf que ce film a une originalité. Avec son montage alterné qui nous montre des types organisés tous massacres, La cabane dans les bois produit un discours direct sur le genre horrifique. Mais c'est même pas si original que ça, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, genre celui avec le masque. Scream. Exactement, puis l'autre qui a un masque. Happy Death Day. Ouais, et puis il y en a un autre avec un masque encore. Derrière le masque. Ouais, plus celui qui a un masque. En effet, le phénomène méta sur le film d'horreur est pas du tout une nouveauté, et est souvent difficile à maîtriser, puisque plutôt que de sous-entendre qu'on connaît les codes pour ensuite jouer avec, on dit tout haut « Regarde, je connais les codes, je vais jouer avec », ce qui peut parfois vite manquer de subtilité. C'est pour ça que le film méta, selon moi, pour éviter ce piège, doit se constituer un véritable discours critique sur le cinéma en sous-texte qui va au-delà de la simple référence ou de l'hommage. Il doit chercher à dire quelque chose de plus. C'est avec tout ça en tête que j'ai regardé La cabane dans les bois. Et donc, quel est mon avis sur le film? Sans doute que tu l'as bien apprécié. Non, mais c'était juste une question rhétorique. Non, c'est pas une question rhétorique parce que tu as pas suggéré la réponse dans ton discours. D'accord. J'aime beaucoup ce film. Alors certes, il n'est pas parfait, et son gros point faible est, selon moi, sa réalisation qui manque d'originalité. Alors bon, elle offre quelques idées, comme cette scène de drague où on nous met à la place de la personne accostée par la blonde, renforçant le potentiel érotique par ce plan, et en face, avoir en contre-champ, ça. Le chant contre-champ produit alors un décalage entre érotisme et comique. C'est sympa. Mais je trouve quand même la direction générale trop classique, le réalisateur se contentant souvent de poser la caméra où il faut pour que la scène soit le plus lisible possible. Donc c'est pas mauvais, mais ça aurait pu être mieux. Non, ce qui fait pour moi la force de La cabane dans les bois, c'est son récit. Le récit, bourré de facilité et complètement cliché? Parce qu'avec le principe du film, toutes ces facilités et ces clichés trouvent une explication dans la diégèse. En fait, pour assouvir les dieux anciens, il est nécessaire d'organiser un rite très codifié, duquel il ne faut pas s'éloigner, comme par exemple tuer la potiche en premier. Et si on foire, c'est la fin du monde. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le film ne justifie ainsi pas seulement ses propres clichés, mais ceux de tout un genre. On peut s'amuser alors à imaginer que l'histoire du film d'horreur n'est qu'une longue série de films qui visent à nous préserver de la fin du monde. Malgré la simplicité de son postulat, je trouve que c'est une idée originale et intéressante qui retourne notre propre cynisme de spectateur contre nous-mêmes. Non, ça marche pas. Bah si. Non, ça marche si et seulement si des dieux anciens vivent sous terre et peuvent ressortir chaque année pour détruire le monde. Or, c'est complètement impossible de cacher ça à la population entière, et en plus les règles qu'ils utilisent sont absolument débiles et illogiques. Si tu veux, après, c'est même pas pour ce que j'ai dit là que je trouve que le film est vraiment très bon. Pour aller plus loin, il faut s'intéresser au message que le film peut dégager. Que nous dit La cabane dans les bois sur l'industrie du cinéma horrifique américain d'aujourd'hui? Si on regarde à travers la manière dont le film a été fait, on peut y voir un produit cynique qui se moque méchamment du genre qu'il exploite en espérant attirer un large public. Parce que La cabane dans les bois, ce n'est pas un petit film indépendant, mais une grosse machine de 30 millions de dollars. Et 30 millions, c'est énorme pour un film d'horreur. Je sais pas, je me rends pas compte. Eh ben, pour que tu te rendes compte, j'ai refait Saw avec 5 francs suisses. On va jouer à un jeu. Oh merde. Ok, 30 millions c'est beaucoup. En plus de ça, le film a été produit par Lionsgate, des studios américains qui sortiront la même année le premier volet de Hunger Games. Le scénario est coécrit par Joss Whedon qui sortira la même année le film Avengers. Le casting est pas dégueu, bref, La cabane dans les bois, c'est une grosse machine qu'on peut dès lors qualifier de produit commercial destiné à un large public puisque le film, il faut l'avouer, ne fait même pas vraiment peur. On peut dès lors assez facilement choisir de le considérer comme un paria dans l'industrie horrifique. Mais ce n'est pas mon cas parce que je pense que le film essaye de nous dire autre chose. Pour moi, La cabane dans les bois est une lettre d'amour au cinéma horrifique autant qu'une condamnation de certaines productions. Le film reprend les codes du film horrifique et en montre toute l'artificialité. De là, il peut se contenter d'être cynique. Sauf qu'avec ce segment de film parano où des types en chemise manipulent les jeunes, il déplace son accusation du film à son système de production. En effet, on apprend qu'il existe différents secteurs qui travaillent indépendamment les uns des autres. Par exemple, le secteur chimie qui s'occupe d'envoyer les gaz nécessaires à influencer les personnages. Et à la tête de tout ça, on a deux hommes qui agissent comme les réalisateurs orchestrant l'ensemble.
C'est d'ailleurs eux qui sont célébrés lorsqu'on pense que le travail est terminé. J'aimerais y arriver aussi bien que vous deux. Oh, c'est gentil. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas. Seulement, des instances supérieures, les producteurs, ne sont pas satisfaits puisque tout ne s'est pas déroulé comme cela était exigé. Le monde diégétique est alors anéanti, équivalent en fait à une annulation du film. Une fois ce parallèle établi, il est intéressant de voir la manière dont se comportent ces personnages. Est-ce que c'est si important de voir les seins de... Y a pas que nous en train de regarder. Faut bien satisfaire les clients. Vous saisissez ce qui est en jeu? Ils sont détachés du spectacle, n'ont aucun intérêt pour la vie de leurs personnages et organisent le tout avec un cynisme décomplexé vis-à-vis du contenu qu'ils sont en train de produire, le but étant au final uniquement que les instances supérieures soient satisfaites. Bref, je vois dans ce film comme une grosse critique des instances de production et même de certains faiseurs qui n'ont au final aucune attache envers l'œuvre qu'ils créent. Et ce discours me semble d'autant plus pertinent du fait qu'il est réalisé dans un contexte de production directement concerné par cette problématique, contrairement à un film indépendant où le message serait plus personnel à son auteur, comme par exemple, que les tailles-crayons ça fait flipper. Quoi? Non mais franchement, c'est beaucoup pour justifier la nullité de ce film, ça a aucun sens. Des dieux qui sont enterrés sous le sol, alors genre c'est débile, hein. On s'en serait rendu compte avec la technologie actuelle au bout d'un moment, et puis... Ok, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais maintenant juste, ferme ta gueule. Pardon? Oui, juste ferme ta gueule. Merci. À partir de là, mon beau-frère a un petit peu moins parlé. Je l'ai peut-être froissé, mais j'avais bien compris que de toute façon, il ne changerait jamais d'avis. Et il y avait un dernier élément sur lequel je voulais revenir. Un élément qui me semble impossible à contourner. C'est le nombre de fois où le film mobilise le thème du regard du spectateur. Un regard voyeuriste, un regard concerné, un regard détaché. Ce qu'il faut y voir, selon moi, c'est que le discours ne prend pas seulement à partie les instances créatrices d'un film, mais aussi le public qui le reçoit. Et c'est selon moi la force du concept de base du film. La mystérieuse institution qui organise ce massacre a un double rôle, celui de metteur en scène et celui de spectateur. Et là encore, le film me semble avoir un discours très critique envers le spectateur habitué aux films d'horreur, puisque quasi aucun personnage n'éprouve la moindre émotion envers les jeunes en train de se faire massacrer. Il faut attendre d'avoir un mec pris de nostalgie dans un instant de solitude bourré pour l'entendre dire « C'est hyper étrange. J'aimerais bien qu'elle puisse s'en sortir. Elle a un si grand cœur quand on pense à toutes les souffrance qu'elle... Enfin, la tequila, c'est ma préférée. Donc, le film critique les instances qui produisent du divertissement d'horreur bas de gamme et sans émotion. Mais il rappelle en même temps que si c'est le cas, c'est aussi que le public ne veut qu'un produit bien standardisé dans le genre horrifique, sans intérêt pour les personnages ou ce qu'ils peuvent incarner. À partir de là, la prod donne un truc standardisé horrifique, le public reveut ses codes, etc. C'est la spirale sans fin, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le jour de la marmotte. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tués. Et c'est pour ça que La Cabane dans les bois, en plus d'être critique envers ces instances, propose aussi une véritable déclaration d'amour envers l'univers des films d'horreur. Sa galerie de monstres déjà, qui me donne instantanément envie de m'intéresser à d'autres films. En ce sens, le film profite d'être une plus grosse production dans le genre pour mettre en lumière tout un tas de références m'invitant à les découvrir. Je retrouve ça aussi dans son choix final. Plutôt que de sacrifier un personnage secondaire pour contenter tout le monde, puisque c'est généralement le rôle des personnages secondaires, ici, on fait le choix de garder le camé en vie, de reconnaître son humanité, d'accepter qu'il est une histoire et qu'il n'est pas un énième cliché servant simplement à être charcuté pour faire plaisir à un public ou à une production. Il survit et en survivant, il contredit les instances créatrices et la volonté du public. Alors, instantanément, le film s'arrête. La Cabane dans les bois n'est pas un produit cynique. C'est une déclaration d'amour envers le cinéma horrifique, tout en parvenant à garder une distance critique avec ceux qui voudraient réduire le genre à un simple spectacle d'hémoglobine sans âme. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et c'est pour ça que moi, j'aime ce film. Bah, il est où ? Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré sans doute le pire spectateur avec qui je pouvais regarder des films. Et à ce moment-là, j'étais moins soucieux de l'impression que je lui avais fait que de devoir un jour, à nouveau, vivre un film en compagnie de ce type.